Quelques réactions ou commentaires encore. Aurélie Krips, chacun devrait balayer devant sa porte. François Stark, ça ce n'est absolument pas à Macron de jouer le médiateur européen. Betsy Raffin, toucher à l'Iran, c'est de provoquer une crise plus grave que le jeudi noir de 1929. Et G qui nous dit quand un président français parade dans le monde, c'est qu'il fuit son pays. La visite dure 2 jours, on aura peut-être l'occasion d'en reparler demain. On va parler aussi un peu d'Italie maintenant. C'est donc un juriste, un inconnu du grand public, peu familier du monde politique, qui devient président du Conseil anti-système en Italie. La Ligue et le mouvement 5 étoiles ont réussi à imposer leur candidat au président Mattarella. Et dès hier soir, Giuseppe Conte a pris la parole pour assurer, certes, qu'il dialoguera avec les institutions européennes, mais qu'il sera surtout l'avocat du peuple italien. On l'écoute. Nel corso della mia vita ho perorato le cause di tante persone. Mi accingo ora a difendere gli interessi di tutti gli italiani, in tutte le sedi, europee e internazionali, dialogando con le istituzioni europee e con i rappresentanti di altri paesi. Mi propongo di essere l'avvocato difensore del popolo italiano. Olivier Duhamel, vous connaissiez Giuseppe Conte comme juriste? Non, 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 pas du tout. Et aucun de mes collègues ne le connaissait. Mais bon, ça, c'est pas en soi une tare. Hein. On ne connaît pas forcément. Mais ce n'est pas une question piège d'ailleurs, c'était juste pour ça. Non, non, non. Il était connu dans le monde des juristes Il n'était connu ni dans le monde italien, ni dans le monde des juristes européens, absolument pas. Et puis vous savez, en plus, pour tout vous dire, de surcroît, il enseigne le droit privé et moi je suis spécialiste de droit public et de sciences politiques. Donc déjà, on n'est même pas dans la même spécialité. Ensuite, quel type de professeur il est, parce qu'on dit qu'il n'a pas les diplômes, il n'a pas passé le doctorat. Tous les diplômes, son CV était un peu gonflé apparemment. Oui, mais aussi qu'il n'a pas passé le cursus classique de professeur. Donc qu'est-ce que ça veut dire professeur? C'est grave. Non, non, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que je ne sais même pas s'il est un professeur au sens strict des 3. Voilà. Vous savez, à Sciences Po, il y a 250 professeurs académiques, professeurs d'université ou chercheurs ou professeurs associés. Et puis il y a 4000 personnes qui viennent enseigner, qui adorent dire qu'ils sont professeurs à Sciences Po, mais qui, au sens strict du terme, ne sont pas professeurs à Sciences Po. Non, ce qui est important dans la déclaration. Sa déclaration est la défense du peuple italien, tout de suite. Oui, mais aussi le dialogue avec les institutions européennes. C'est-à-dire, la vraie question sur ce. D'abord, c'est un événement sans précédent. Que dans une démocratie occidentale, pays fondateur de l'Europe, à nos portes, des 2 mouvements populistes assez différents au demeurant, c'est un mouvement populiste d'extrême droite et un mouvement populiste anti-système, remportent chacun de son côté un succès électoral, fassent alliance et se mettent à gouverner le pays. Ce fait est totalement nouveau, sans précédent, et a une importance considérable. C'est pour ça qu'on a choisi d'en parler, de parler à nouveau d'un point de vue. Considérable. Bon. Par rapport à ça, la première erreur à faire serait de monter sur ces grands chevaux, de les insulter, et donc de les braquer un peu plus contre le système. Parce que la vraie question est de savoir si la pratique du pouvoir va les rationaliser et les modérer, ou si, au contraire, ils vont appliquer un programme. Tout le monde s'accorde à dire que, sur le point économique et financier, il ne peut pas tenir la rampe, et une attitude à l'origine hostile à l'égard de l'Union européenne, et une politique d'une brutalité inouïe à l'encontre des immigrés. Alors, il y a eu des périodes dans lesquelles des partis populistes ont participé au pouvoir, y compris la Ligue. Mais dans ces cas-là, ils étaient en alliance avec des partis traditionnels qui étaient des facteurs de tempérament, qui étaient des facteurs apaisants. Là, ces facteurs n'existent pas. Donc, raison de plus pour aujourd'hui ne pas mettre de l'huile sur le feu. Est-ce que vous voulez dire aussi que des 2 côtés, Salvini et Di Maio peuvent se monter un peu le bourrichon, j'allais dire. C'est un peu familier, mais pour rebondir sur ce que disait Olivier Duhamel. Je ne sais pas s'ils peuvent se monter sur le bourrichon, mais je voudrais juste rebondir sur ce qui a été dit avant et qui a un rapport direct, c'est qu'au moins vous allez être content avec l'arrivée de Salvini et de son allié, parce qu'ils vont tout faire pour lever les sanctions russes contre la Russie. Ce qui dit d'ailleurs bien qui sont ceux qui veulent se rapprocher de la Russie. Oui, c'était des... Et ça va être difficile, puisqu'il faut l'unanimité. S'il n'a pas l'unanimité au moment du renouvellement, eh ben, il n'y aura plus de sanctions.
Mais ça veut dire que dans les négociations européennes, ils ont aussi quand même un certain nombre d'armes. Alors, ce que disait Olivier, la question, c'est est-ce qu'ils vont appliquer de façon pure et simple ce programme qui est quand même fait de briquet et de broc, parce que c'est un bout de l'un, un bout de l'autre, c'est les libéraux du Nord qui veulent baisser les impôts, les dirigistes du Sud qui veulent augmenter les allocations. Bon, il y a un moment, c'est quand même compliqué. Il faut quand même voir que déjà, ils ont renoncé. Donc la question est, est-ce qu'ils vont l'appliquer de façon pure et dure, ou bien, comme finalement Tsipras, au bout de quelques mois, ils vont peu ou prou rentrer dans le rang. Il faut voir qu'ils ont déjà renoncé, les deux chefs, Di Maio et Salvini, à la sortie de l'euro et au défaut sur la dette. Enfin, ils réclamaient l'annulation de la dette italienne. Hein. Donc ça, ils ont dit non, ça, on ne le veut plus. Donc maintenant, il en reste déjà quand même pas mal, rien que dans le programme. Donc on va le voir. En fait, on n'en sait rien. Est-ce que la formation du gouvernement qu'on attend sera un indicateur de leur effectivement volonté d'appliquer totalement le programme avec Salvini à l'intérieur? Le gouvernement, il va être composé moitié des amis des uns, moitié des amis des autres. Je pense que ce sera dans les premiers moments à Bruxelles, dans les relations, où on verra comment s'établit le rapport de force. Est-ce qu'ils font un peu des rodomontades et puis ils disent bon, on va trouver un arrangement, ce qui est possible aussi, un peu méthode Trump, on crie très fort et on se débrouille pour améliorer notre sort. Ça peut se défendre. Ou bien ce qu'ils disent non, nous on a un mandat, puis maintenant on va le tenir. Édouard Tétrault sur ce point. Oui, et quand même, moi, alors, pour l'analyste financier que je fus, c'est une affaire très grave. Hein. Au-delà du symbole, il faut imaginer en France Alexis, non pas Brézet, mais Alexis Corbière et Florian Philippot prenant le pouvoir, parce que c'est de ça dont il s'agit. Vous n'êtes pas d'accord, sur l'image. Je termine pour écouter le désaccord de Lydie, mais on a un vrai sujet qui s'appelle l'Union européenne et l'euro. Il y a une arrogance sur les marchés financiers en ce moment. Il dit les Italiens ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais aujourd'hui leur taux d'intérêt à 10 ans est à 2,4%. Il est piloté uniquement par la BCE qui a acheté ces obligations. La BCE les tient. Le jour où la BCE commence à revendre, le taux explose, on fait la Grèce et ils se couchent. C'est vrai. Sauf que les Italiens, ils ont un levier vers l'Union européenne et contre nous qui est très important, qui s'appelle 20 000. La pointe des migrants, c'est fin juillet. S'ils veulent s'amuser à faire un chantage, comme l'a fait la Turquie avec l'Union européenne, ils s'amusent à ouvrir les vannes et on en reparle. Donc il faut faire attention, l'Italie n'est pas démunie de leviers dangereux contre nous, contre la France, l'Union européenne, premier point. Deuxième point, il y avait des éléments de langage du ministre des Finances ce week-end. Je pense qu'il faut faire attention à respecter le suffrage populaire qui est supérieur aux décisions que peuvent prendre un conseil des gouverneurs de la BCE. Enfin, troisième point, la Grèce, c'est tout petit. Vous en avez donné un, vous êtes déjà à 3 là. La Grèce, c'est tout petit. Les banques françaises, allemandes, etc. ont neutralisé le risque grec. Bon, l'Italie n'est pas la Grèce. Voilà. On a compris. Et l'imbrication, à l'époque de la Grèce, déjà, on avait la peur de l'imbrication, notamment dans les établissements financiers, du fait des intérêts qu'ils avaient en Grèce. Mais c'est rien à côté de l'intrication de nos intérêts à nous, de nos banques en Italie, des entreprises italiennes en France, enfin, les économistes. Donc si l'Italie devait s'effondrer, ça ne sera pas du tout une partie de plaisir chez nous. Hein, je reviens un instant, parce que quand même l'image mérite de s'arrêter un instant, que vous preniez l'alliance de Alexis Corbière et Florian Philippot. Et Olivier Duhamel, vous réagissiez. C'est-à-dire, je ne pense pas que le mouvement 5 étoiles puisse être assimilable à la France insoumise. La France insoumise est un parti de gauche radicale qui, d'ailleurs, en provient, dans chacun de ses membres originellement, les uns socialistes, les autres communistes et les autres adhérents à cette idéologie. Le 5 étoiles, c'est tout à fait autre chose. C'est pas un mouvement populiste gauchiste. C'est un mouvement hors système, contre système. Et donc on peut pas. C'est-à-dire national. On peut pas faire. Il a un côté philippotiste. C'est peut-être plus. Enfin, si on voulait faire un truc, c'est plus Marion et Philippot que Marion Maréchal et Philippot que Philippot et Corbière. Voilà. Il y a quand même un point, je trouve, qui mérite qu'on le souligne, c'est qu'ils ont apporté dans le débat européen aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, eux qui sont leaders maintenant d'un grand pays européen, d'éliminer les francs-maçons du gouvernement et faire éliminer les Roms aussi. Hein. J'ai lu le programme, comme vous, je pense, et ils parlent beaucoup des Roms dans leur programme. Bon, ça a des Roland quand même.
pas terrible. Et donc, ils mettent ça, un des pays fondateurs de l'Union européenne, dans le débat européen, et ça va être repris, évidemment, par des populistes un peu partout. C'est vrai que, même si la franc-maçonnerie en Italie, c'est pas la même chose qu'en France, mais c'est quand même vrai que, globalement, la franc-maçonnerie, en soi, c'est ce qu'on appelle une famille de pensée. Bon. L'idée qu'on puisse, dans un pays européen supposé démocratique, interdire les gens en se reconnaissant dans une religion ou dans un courant de pensée philosophique, comme ils aiment à dire de façon un peu excessive, c'est absolument stupéfiant. Je pense d'ailleurs que c'est inconstitutionnel et contraire aussi à la Convention européenne des droits de l'homme, etc., mais qu'on n'aura pas l'occasion de le juger. Mais en soi, qu'on se permette cela, malgré le bémol de la différence entre la franc-maçonnerie en Italie, qui parfois, par certaines de ses franges, est quand même allée jusqu'à préparer des éventuels coups d'État, etc. Donc c'est un sujet un peu différent. La loge P2. Voilà, la loge P2, c'est pas le Grand Orient. Mais il n'y a pas que la loge P2 dans la franc-maçonnerie italienne. Il n'y a pas que le Grand Orient. Il y a un Grand Orient. Voilà. Et puis l'expulsion des Roms, quand même. Hein. Donc, Je donne quelques réactions sur le sujet. Betsy, il faut refonder la politique et l'orientation européenne pour conjurer le sort du populisme. Il y a Samir Chouf qui nous dit « L'Italie prend le chemin de l'Angleterre ». Bon, c'est effectivement une des questions sur l'Italexit. Juste un mot là-dessus, Vincent Jauvert, pour répondre à notre internaute. L'Italexit, je ne crois pas. Non, je ne pense pas que les Italiens puissent, et le moyen, et même la volonté réellement de quitter l'Union européenne. Ils veulent en profiter. Tout le problème est de savoir jusqu'où on va les laisser en profiter. Alexis, oui. Je ne crois pas que les Italiens veulent quitter l'Europe. Ils sont dire pas si hostiles que ça, les Italiens eux-mêmes, à l'euro. Ils sont plus hostiles à l'Europe, d'ailleurs, qu'à l'euro. En revanche, ce que je crois, c'est que la colère des Italiens ressemble par beaucoup de traits à la colère des Britanniques et qui s'est traduite par le Brexit, à la colère des Allemands qui se traduit par la montée de l'AfD, à la colère des Hongrois, à la colère des Polonais, maintenant à celle des Suédois, des Danois, enfin, on sent, et des Français évidemment. Donc on sent quand même que dans toute l'Europe, ce mouvement-là d'abord de ras-le-bol vis-à-vis de l'Europe, d'exaspération vis-à-vis de l'Europe, sur des questions qui sont souvent moins économiques qu'identitaires, que ce que Régnier appelle le patrimoine immatériel, notre culture, l'Europe ne nous protège plus, les étrangers. Le Brexit, c'est une révolte contre l'immigration intra-européenne. Là, c'est une révolte contre l'immigration extra-européenne. L'AfD, c'est contre Merkel qui ouvre ses bras aux réfugiés. Enfin, on sent que toute l'Europe est travaillée quand même finalement par le même grand mouvement. Je suis tout à fait d'accord. Le sujet, il n'est pas économique. Hein. D'ailleurs, la Grande-Bretagne a des taux de chômage records en termes records bas. L'Autriche, pareil. L'Allemagne. Il est d'identité. Il est très lié au phénomène migratoire. Et effectivement, nous commençons à devenir une exception, nous les Français, dans notre comportement, notre ouverture et notre souhait de maintenir une société ouverte. On a quand même lancé le mouvement avec le Front National depuis longtemps. Enfin, oui. Il se trouve que c'est Macron qui a gagné, mais enfin, il n'est pas encore, en tout cas, il n'est pas au pouvoir. En tout cas, l'Italie existe. Une des raisons de dire qu'on peut ne pas y croire, c'est que l'Italie n'est pas une île. C'est une notion qui mérite d'être rappelée. Merci Olivier Duhamel. Une dernière réaction, celle d'Isométrique. Le nord de l'Italie a voté Lega, le sud, la Ligue, donc le sud, le mouvement 5 étoiles. Le Parti démocrate a totalement disparu. S'ils ne s'entendent pas, l'Italie explose. Sur le troisième thème, on va parler maintenant un peu, revenir en France avec ses députés, 30% de parlementaires en moins, on le sait, c'est le projet, 15% de proportionnel aux législatives et 3 mandats consécutifs maximum. La réforme des institutions était hier en Conseil des ministres et bientôt elle le sera au Parlement. Mais voici la justification un peu curieuse donnée par le chef de file du MoDem à l'Assemblée, Marc Fesneau. Voilà ce qu'il a dit. Représenter près de 200 000 habitants nous évitera de faire tous les clubs de pétanque. Ça n'est pas le boulot du parlementaire. Passer son temps au déjeuner des anciens pour avoir sa photo dans le journal, c'est du temps en moins pour travailler. Notre métier n'est pas de courir d'inauguration en inauguration. C'est du parler vrai, Olivier Duhamel, ou Ah oui, ça c'est sûr que c'est du parler vrai et du parler cash. Je précise que j'adore la pétanque, que j'ai été membre actif, et même à un moment donné
président d'honneur de l'association des joueurs de pétanque du Luxembourg, donc je pense que la formulation était un petit peu méprisante pour les joueurs de pétanque, mais en même temps, que je le prends comme une image et une plaisanterie, je ne vais pas maintenant me mettre à faire du politiquement correct sur ce type de propos. Non, au fond des choses, ce que ça veut dire, c'est que est-ce que le député est le représentant de la nation, de la circonscription, auquel cas sa tâche principale est de défendre les intérêts divers de sa circonscription, ou est-ce qu'il est le représentant de la nation, auquel cas il doit être un législateur et, plus encore, celui qui contrôle le gouvernement et les pouvoirs publics dans leur ensemble. Ça, c'est le débat de fond qui est connu depuis très très longtemps, et théoriquement, je rappelle qu'il est représentant de la nation. Ensuite, est-ce qu'il y a une différence considérable dans la relation entre l'élu et les électeurs si on a une circonscription de 100 000 habitants ou une circonscription de 200 000 habitants? Il y a 2 fois plus de clubs de pétanque. Oui. Alors, ils en font 2 fois plus. Ça. Voilà, donc il y a 2 fois plus de clubs de pétanque. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la part qu'on doit consacrer comme député à sa circonscription, c'est sur les grands enjeux éducatifs, les grands enjeux de transport, les grands enjeux d'implantation économique. Et donc, ces grands enjeux-là, si ça s'exerce, après tout, il y a des élus régionaux aussi. Bon, si ça s'exerce sur une assise plus large, c'est pas en soi scandaleux. Je crois que la différence, elle tient assez peu à la taille de ce. Il y a une vraie différence de nature entre l'élu, le député élu à la proportionnelle. Et l'élu est élu au scrutin majoritaire sur la base d'une circonscription, parce que là, la taille de la circonscription ne change pas grand-chose à faire. En revanche, la proportionnelle, c'est autre chose, parce que là, c'est des listes qui sont généralement, on est désigné par son parti, donc dans une certaine mesure, c'est les partis qui reprennent la main sur la désignation des candidats, et le lien entre le candidat et ses électeurs est plus le même à la proportionnelle. Il y a du pour, il y a du contre, ça permet effectivement de dire qu'ils sont plus dégagés, plus s'intéressent davantage aux enjeux nationaux, etc. Après, il y a aussi que c'est les mêmes apparatchiks qui, du coup, peuvent être reconduits indéfiniment parce que le parti décide de le reconduire et de le reconduire et de le reconduire. Et puis, on peut se dire aussi qu'ils ont moins d'ancrage, de contact avec des gens. Malgré tout, les marchés, le côté boule de pétanque, on rigole et tout ça. Mais c'est quand même intéressant de voir que, de temps en temps, quand un gouvernement commence à faire n'importe quoi, quand ça commence à aller mal, quel est le jour important? C'est le lundi ou le mardi, quand le député revient à l'Assemblée parce qu'il s'est fait engueuler tout le week-end sur ces marchés. C'est là que le 80 km/h est apparu. Bon, oui. Alors, je ne vous dis pas que ce n'est peut-être pas de la grande politique, mais ça permet de temps en temps, c'est quand même des cordes de rappel. Ils se font engueuler pareil. Ils se font engueuler. Mais non, mais il n'ira plus sur les marchés. Enfin, derrière la conception pure et parfaite du député qui n'est là que le législateur pour faire des lois magnifiques, il ne va plus sur les marchés parce que ça, à la limite, il n'est même plus le député d'une circonscription, il est député de la nation, ce qui est vrai, et donc il n'a pas plus de raison d'aller à Périgueux qu'à Quimper. Juste avant de vous donner la parole à tous les deux, on va écouter François Ruffin, député de la Somme, France Insoumise. Il a une idée de la façon de travailler, justement, on l'écoute. Je souhaite l'augmentation du nombre de parlementaires. Moi, j'ai trop de travail. J'ai trop de boulot, j'ai trop de dossiers. Donc plus de députés. Oui, moi je veux dire, moi ce que j'aimerais pour moi là, c'est il y a un suppléant, vous savez, quand on est élu, vous parliez de Rabiot suppléant, mais il y a un suppléant quand on est élu. En fait, il n'a aucune fonction. Moi, par exemple, ce que j'aimerais bien, c'est être député une semaine, que mon suppléant fasse la semaine d'après, que je revienne faire la semaine d'après. Un duo, quoi. Ouais, un vrai duo, et que je puisse du coup retourner en circonscription, parce que je peux avoir un sentiment de détachement. De plus être au contact des gens, de plus avoir le temps de leur prêter mon oreille. Vous savez, on devient bête parce qu'on n'a plus le temps. Une bonne idée, ce tandem, Édouard Tétrault? C'est assez difficile pour moi de dire que je suis d'accord avec François Ruffin. Mais là où il a raison, et d'ailleurs Alexis Loisel l'exprimait aussi, c'est qu'il y a un côté hors sol tout d'un coup. Est-ce qu'on peut certainement être un bon représentant de la nation, un législateur technique impeccable en faisant un travail en chambre, dans l'Assemblée H24, etc. Mais est-ce que ce défaut d'incarnation, de contact, fait qu'on reste en prise avec la réalité, qu'on la comprend? Est-ce que là, il y a quelque chose... Je ne sais pas si c'est cette loi qui a cassé le lien. Je crois que la grande faute, ça a été de dire, écoutez, il faut choisir député ou maire. Là, on a cassé quelque chose de fondamental. Je trouve que c'est une erreur flagrante. Il faut avoir des représentants politiques, certainement beaucoup moins en grand nombre comme nous les avons aujourd'hui, mais qui ont un pied à Paris, un pied avec le terrain. Et des moyens et des équipes. Il faut écouter Amélie de Montchalin là-dessus sur mais justement, c'est souvent le reproche qui est fait aux députés. La République En Marche, ce côté hors sol. Pour comprendre et bien légiférer. Mais on peut se demander, en fait, pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron a mis ça à l'ordre du jour dans sa campagne.
Et là, on revient à l'Italie. C'est que c'est quand même une mesure anti-parlementaire, de l'antiparlementarisme qui satisfait... Super populaire. Ouais, voilà. Et fallait-il... C'était un côté, c'est le côté populiste, il y en a d'autres d'Emmanuel Macron. Parce que... Il faut augmenter la capacité de travail, des députés, qu'ils aient plus de moyens de travail. Il suffisait d'augmenter un peu le budget de l'Assemblée. Franchement, c'est des sommes ridicules. Donc, plutôt que de réduire le nombre, il suffisait d'augmenter un peu le budget. Mais ça ne plaît pas aux Français. Et il faut leur expliquer que c'est important. Et ça, Macron ne l'a pas fait. Et il a joué la carte contraire pour aller dans le vent des populistes. Et vous êtes assez peu nombreux, c'est même une forte majorité contre, pour dire comme... donc la question c'était, comme le propose François Ruffin, faut-il augmenter le nombre de parlementaires? Vous êtes 76% à nous répondre non. Mais par contre, il ne s'en prend pas aux hauts fonctionnaires. Nombre de hauts fonctionnaires, le nombre, leur rémunération, etc., ça, il ne touche pas une seconde. Bon, Ruffin, je pense qu'il ne faudrait pas trop le forcer. Non, je parle de Macron. Ah, Macron, pardon. Macron. Il nous reste peu de temps pour parler de François Hollande, mais on va quand même le faire. Alors, son livre se vend bien, très bien. L'ancien président fait la tournée des centres commerciaux et des librairies, appréciant, dit-il, d'échanger avec les Français, qui donc se pressent à la table des dédicaces. Et il laisse planer le doute sur un éventuel retour en politique. Écoutez-le, c'était ce mardi dernier, sur France Info. Vous excluez de vous représenter à l'Élysée? Je ne suis pas dans cette démarche. Là, je présente un livre. Ma question est simple. Est-ce oui, que vous excluez de vous présenter? Oui, mais je vous réponds comme je l'entends. Je présente un livre. J'essaye de faire valoir ce que j'ai fait, d'exprimer aussi des regrets sur ce que je n'ai pas fait ou ce que je n'ai pas bien fait. Et puis, j'essaye de donner aussi des perspectives pour la gauche. Et c'est en ce sens que je peux répondre à votre question. Je pense qu'il y a un espace pour la gauche de gouvernement, la social-démocratie qui est très mal en point aujourd'hui, mais qui peut, à certaines conditions, retrouver une espérance. François Hollande ne répond pas vraiment, mais sa non-réponse est une réponse, Alexis. Il y a deux questions. Il y a une première question, est-ce qu'il y a un espace aujourd'hui pour la... Non, allez-vous représenter à l'Élysée? Plus à gauche que Emmanuel Macron, c'est une première question. Moi, je ne suis même pas persuadé qu'il y ait aujourd'hui un espace pour la social-démocratie. En tout cas, quand on regarde ce qui se passe en Europe, autour de nous, c'est pas comme ça, c'est pas le sentiment que ça donne. La question, allez-vous vous représenter à l'Élysée? Une place pour le retour de Hollande, alors là, franchement, moi, je n'y crois pas du tout. C'est pas parce qu'il va signer partout le livre de Laurent Geoffrin qu'il peut redevenir président de la République. Non mais, il en vend 60 000 exemplaires. Combien Sarkozy en a vendu? 53 000. Hollande. J'ai vérifié. Bon, Sarkozy, c'était combien? 53 000. C'était colossal. C'était, enfin, je sais plus, mais quasiment 500 000. Il est même pas. C'était colossal. Le premier Sarkozy. Si on peut vérifier le nombre d'exemplaires vendus par Nicolas Sarkozy. Pas dire de bêtises. Mais en tout cas, il n'est pas au second tour de la primaire. Donc il ne suffit pas d'avoir un succès à la librairie, même si ces succès ne sont pas de la même échelle, pour gagner une présidentielle. Il doit être il y a quand même quelque chose de retour ou non. Il y a un côté,